16. Visez là où cela fait mal. La stratégie du centre de gravité. Tout pouvoir provient d'une source spécifique. Lorsque vous étudiez vos rivaux, grattez sous la surface pour dénicher cette source, ce pivot, ce centre de gravité qui fait tenir toute la structure. Il peut s'agir de leur richesse, de leur popularité, d'un poste clé, d'une stratégie gagnante. Si vous parvenez à toucher ce point central, vous êtes sûr de faire des dégâts considérables. Trouvez ce que l'adversaire chérit et protège le plus, c'est là que vous devez frapper. Le colosse aux pieds d'argile. En 210 avant Jésus-Christ, le jeune général romain Publius Scipion le Jeune, surnommé plus tard Scipion l'Africain, fut envoyé dans le nord-est de l'Espagne avec une mission simple: tenir l'Èbre contre les redoutables armées carthaginoises qui menaçaient de le traverser pour prendre le contrôle de la péninsule. C'était la première véritable mission de Scipion. Alors qu'il examinait le fleuve pour mettre sa stratégie au point, il ressentit un étrange mélange d'émotions. 8 ans plus tôt, le grand général carthaginois Hannibal avait traversé ce fleuve pour aller droit vers le nord. Il était entré en Gaule, puis prenant les Romains de court, il avait traversé les Alpes pour atteindre l'Italie. Scipion, qui n'avait que 18 ans à l'époque, s'était battu aux côtés de son père, un général, lors des premières batailles contre Hannibal sur le sol d'Italie. Il avait pu constater de ses propres yeux le génie militaire du célèbre Nord-Africain. Hannibal avait brillamment déplacé sa petite armée, usé magistralement de sa cavalerie et fait preuve d'une créativité inépuisable pour constamment surprendre les Romains et, à terme, leur infliger une série de défaites humiliantes qui culmina avec l'anéantissement des légions romaines lors de la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ. Scipion savait donc pertinemment qu'il ne pouvait jouer au plus fin avec Hannibal. À l'époque, Rome elle-même avait semblé condamnée. Scipion avait aussi été très marqué par 2 événements qui avaient suivi la bataille de Cannes. D'abord, un général romain du nom de Fabius avait finalement mis au point une stratégie pour tenir Hannibal à distance. Il avait gardé ses légions dans les collines et évité l'affrontement direct. Fabius s'était contenté de raids qui avaient épuisé les Carthaginois, lesquels se battaient loin de chez eux, là où se trouve l'actuelle Tunisie. La campagne avait porté ses fruits. Mais pour Scipion, il semblait qu'elle avait été tout aussi épuisante pour les Romains, qui s'étaient battus longtemps et avaient encore l'ennemi à leur porte. En outre, dans la mesure où le plan n'avait pas complètement anéanti Hannibal, cela restait un échec. Ensuite, 1 an après l'invasion d'Hannibal, les Romains avaient envoyé le père de Scipion en Espagne pour raser les bases carthaginoises. En effet, Carthage possédait depuis longtemps des colonies en Espagne et tirait de nombreuses richesses des mines qui s'y trouvaient. L'Espagne constituait un terrain d'entraînement pour ses soldats, ainsi qu'une base pour une guerre éventuelle contre Rome. Pendant 6 ans, le père de Scipion avait combattu les Carthaginois en péninsule ibérique, mais la campagne s'était achevée par une défaite et par sa mort, en 211 avant Jésus-Christ. Alors que Scipion étudiait les rapports de la situation au-delà de l'Èbre, un plan se fit jour dans son esprit. D'une seule frappe subtile, il vengerait la mort de son père, survenue 1 an auparavant, démontrerait l'efficacité d'une stratégie qu'il pensait meilleure que celle de Fabius, et contribuerait à l'éventuelle chute d'Hannibal, et même de Carthage. Sur la côte sud s'étendait la Nouvelle Carthage, Carthagène aujourd'hui, capitale des Carthaginois en Espagne. Ils y entreposaient leurs richesses, leur matériel militaire et les otages qu'ils avaient pris dans différentes tribus hispaniques et qu'ils gardaient en guise de rançon en cas de rébellion. Les armées carthaginoises, 2 fois plus nombreuses que les armées romaines, étaient alors éparpillées dans le pays pour conquérir les tribus espagnoles. Elles étaient toutes à plusieurs jours de marche de la Nouvelle Carthage. Scipion apprit que leurs commandants ne cessaient de se quereller pour des questions de pouvoir et d'argent. Pendant ce temps, la Nouvelle Carthage n'était défendue que par 1000 hommes. Désobéissant à l'ordre qui lui commandait de rester sur l'Èbre, Scipion avança vers le sud en bateau et frappa la Nouvelle Carthage.
Cette ville fortifiée était connue pour être imprenable, mais il avait prévu que son attaque se déroulerait à marée basse. Ses hommes purent aisément escalader les murs et prirent la ville. D'une seule frappe, Scipion avait totalement renversé la situation. Maintenant, les Romains possédaient un lieu central en Espagne. Ils avaient les richesses et le ravitaillement dont dépendaient les Carthaginois d'Espagne, et surtout, ils avaient les otages, dont ils pourraient se servir pour semer la révolte parmi les tribus conquises. Au cours des années suivantes, Scipion exploita cette position et prit progressivement le contrôle de l'Espagne. En 205 avant Jésus-Christ, Scipion retourna à Rome en héros, mais Hannibal restait une menace en Italie intérieure. Scipion voulait maintenant se battre en Afrique, contre Carthage elle-même. C'était la seule façon de sortir Hannibal d'Italie et d'effacer définitivement la menace carthaginoise. Mais Fabius était encore en charge de la stratégie romaine, et personne ne voyait l'intérêt de combattre si loin d'Hannibal et de Rome. Toutefois, Scipion avait du prestige, et le Sénat romain finit par lui confier une armée, petite et de pauvre qualité, pour cette campagne. Scipion ne perdit pas de temps à défendre son projet. Il conclut une alliance avec Massinissa, roi des Massiles, tribu voisine de Carthage. Massinissa lui fournirait une cavalerie nombreuse et bien entraînée. Au printemps de l'an 204 avant Jésus-Christ, Scipion fit voile vers l'Afrique et arriva près d'Utique, non loin de Carthage. D'abord surpris, les Carthaginois ne tardèrent pas à se reprendre et piégèrent les troupes de Scipion dans une péninsule hors de la ville. La situation se présentait plutôt mal. Quand bien même Scipion parvenait, d'une façon ou d'une autre, à dépasser les lignes ennemies qui lui faisaient obstacle, il se retrouverait au cœur du territoire carthaginois et ne serait pas en mesure de reprendre le contrôle de la situation. Il lui était de toute façon impossible de dépasser les lignes carthaginoises. Piégé, il finirait par ne plus avoir de ravitaillement et serait obligé de se rendre. Scipion essaya de négocier une paix et en profita pour espionner l'armée carthaginoise. Ses ambassadeurs lui rapportèrent que l'ennemi avait deux camps, l'un pour sa propre armée et l'autre pour ses principaux alliés, les Numides. Ce dernier camp était mal organisé et consistait plutôt en un ramassis de huttes de roseaux. Le camp carthaginois était plus ordonné, mais fait du même matériau, excessivement inflammable. Au cours des semaines qui suivirent, Scipion parut indécis, rompant les négociations, les reprenant, laissant les Carthaginois perplexes. Enfin, une nuit, il lança une attaque sur le camp numide et y mit le feu. Le brasier se répandit rapidement et les soldats africains paniquèrent, s'éparpillant dans toutes les directions. Réveillés par le tintamarre, les Carthaginois ouvrirent les portes de leur propre camp pour aller à la rescousse de leurs alliés. Les Romains profitèrent alors de la confusion pour s'introduire dans le camp et y propager l'incendie. L'ennemi perdit ce jour-là la moitié de son armée, le reste se replia vers la Numidie et Carthage. Brusquement, l'arrière-pays carthaginois était grand ouvert à l'armée de Scipion. Il prit ville après ville, comme Hannibal l'avait fait en Italie. Il laissa un contingent au port de Tunis, en vue des murailles de Carthage. Maintenant, c'était au tour des Carthaginois de paniquer, et Hannibal, leur plus grand général, fut immédiatement rappelé. En 202 avant Jésus-Christ, après 16 ans de lutte aux portes de Rome, Hannibal fut obligé de quitter l'Italie. Il arriva avec son armée au sud de Carthage et mit au point une stratégie pour mettre Scipion en échec. Mais le général romain battit en retraite à l'ouest, dans la vallée du Bagradas, l'une des plus fertiles du territoire carthaginois, sa base économique. Là, Scipion laissa son armée se déchaîner et tout dévaster sur son passage. Hannibal aurait préféré se battre près de Carthage, où il pouvait s'abriter et trouver des renforts. Pourtant, il dut poursuivre Scipion avant qu'il n'anéantisse toutes les richesses dont dépendait la ville. Mais Scipion continuait à battre en retraite, refusant l'affrontement jusqu'à piéger Hannibal dans la ville de Zama,
qu'il avait sécurisées. Hannibal fut obligé de camper sur place, sans eau. Les deux armées se rencontrèrent enfin. Épuisés par cette course-poursuite, leur cavalerie neutralisée par Massinissa, les Carthaginois furent battus à plate couture et, n'ayant plus les moyens de battre en retraite, Hannibal dut se rendre. Carthage essaya de négocier la paix, mais fut contrainte de se soumettre aux conditions de Scipion et du Sénat. La ville devint vassale de Rome. L'époque où Carthage menaçait Rome et possédait la moitié de la Méditerranée était bel et bien finie. Interprétation. La différence entre un bon et un mauvais général n'est pas dans leur stratégie ou leur manœuvre, mais dans leur perception de la situation. Ils ne voient pas le problème de la même manière. Libéré de l'étau des conventions, un bon général adopte tout naturellement la bonne stratégie. Les Romains étaient éblouis par le génie stratégique d'Hannibal. Ils étaient tellement effrayés que les seules stratégies qu'ils pouvaient mettre en place étaient de retarder ou d'éviter l'affrontement. Scipion l'Africain, quant à lui, voyait les choses différemment. À chaque mouvement, il s'attachait à observer le pivot de la force carthaginoise et non son armée, ni même son dirigeant. Il avait compris que la force militaire ne vient pas de l'armée en elle-même, mais de ses bases, des choses qui la soutiennent et la rendent possible. L'argent, le ravitaillement, le soutien de l'opinion publique, les alliés. Il identifia ses sources et les élimina une par une. Le premier pas de Scipion fut de prendre en compte le fait que le centre de gravité d'Hannibal se situait en Espagne, et non en Italie. Là-bas, il y avait la Nouvelle Carthage, position clé s'il en était. La prise de la Nouvelle Carthage fut le pivot de la guerre. Hannibal, privé de sa principale base militaire et de sa source de ravitaillement, serait contraint de s'appuyer sur son autre base, Carthage elle-même, ses richesses et ses ressources. Scipion partit donc en Afrique. Piégé près d'Utique, il examina les sources du pouvoir ennemi et constata que ce pouvoir ne résidait pas dans les armées elles-mêmes, mais dans leur position géographique. Pour mettre Carthage en situation vulnérable, il fallait les déplacer sans perdre d'hommes dans un affrontement direct. L'incendie obligea ainsi les armées à fuir. Puis, au lieu de marcher directement sur Carthage, trésor qui aurait attiré la plupart des généraux, il frappa les fondements de la richesse carthaginoise, les campagnes fertiles. Enfin, au lieu de poursuivre Hannibal, il le fit courir lui-même. Il l'attira dans un espace où il n'aurait ni renfort ni soutien. Maintenant que Scipion avait totalement déséquilibré les Carthaginois, leur défaite à Zama ne pouvait qu'être définitive. Le pouvoir est trompeur. Si l'on se figure que l'ennemi est un boxeur, on a tendance à se concentrer sur ses coups de poing. Mais plus que de ses poings, il dépend de ses jambes. Lorsque celles-ci commencent à faiblir, le boxeur perd l'équilibre et ne peut échapper à son adversaire. Il est beaucoup plus vulnérable, prend des coups et perd toute son énergie pour finir KO. Face à un rival, ne vous laissez pas distraire par ses attaques. C'est courir au gâchis que de se laisser entraîner dans un échange de frappes. Le pouvoir dépend de l'équilibre et du soutien de la base. Vous devez vous attacher à comprendre ce qui fait que l'ennemi tient debout et vous souvenir que cela peut aussi le faire tomber. Une personne, comme une armée, tire son pouvoir de 3 ou 4 sources. L'argent, la popularité, la tactique ou quelque autre avantage particulier. Lorsque l'une de ces sources est neutralisée, l'ennemi doit s'appuyer sur les autres. Si les autres sont elles aussi abattues, alors il est perdu. Affaiblissez les jambes du boxeur, et s'il chancelle, titube, c'est le moment d'être sans pitié. Aucun pouvoir ne tient debout tout seul. Quand on prive une flèche de ses peines, même si on lui laisse sa tige et sa pointe, elle ne pénètre pas en profondeur. Chiesuan, début du XVIIe siècle, stratège sous la dynastie Ming. Les clés de la guerre.
Il est naturel à la guerre de se focaliser sur les aspects pratiques du conflit. La condition physique, l'équipement, le matériel. Le meilleur des stratèges commence par observer l'armée ennemie, sa force de frappe, sa mobilité, ses ressources. La guerre est instinctive, affective. C'est un espace de mise en danger physique. De grands efforts sont nécessaires pour voir plus loin et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que l'ennemi se déplace? D'où lui viennent cet élan, cette endurance? Qui guide ses actions? D'où tire-t-il cette force? La plupart des gens considèrent la guerre comme une activité isolée, n'ayant aucun lien avec les autres domaines de la vie. En réalité, la guerre est une forme de pouvoir, ce que Karl von Clausewitz appelait la continuation de la politique par d'autres moyens. Toutes les formes de pouvoir ont les mêmes structures de base. La partie la plus visible du pouvoir, ce sont ses manifestations extérieures, ce que les témoins constatent et ressentent. Une armée comporte un certain nombre d'hommes, une artillerie. Elle fait preuve de discipline, accomplit des manœuvres. Chaque individu trouve sa façon d'exhiber sa position et son influence. Le pouvoir s'exprime naturellement par une façade agressive, menaçante, solide et ferme. Mais c'est une façade souvent exagérée et trompeuse, puisque par essence, le pouvoir ne montre pas ses faiblesses. Sous ce masque, il y a le pilier sur lequel repose le pouvoir, son centre de gravité. Von Clausewitz le résume en parlant d'un certain centre de gravité, un centre de puissance et de mouvement dont tout dépend. C'est la colonne vertébrale qui tient le tout, le nerf de la guerre. S'attaquer à ce centre de gravité, le neutraliser ou le détruire, c'est là l'ultime stratégie de guerre, car privé de cette colonne vertébrale, de ce centre de gravité, toute la structure s'effondre. L'ennemi a beau avoir les meilleurs généraux, les forces les plus conséquentes, comme Hannibal et ses troupes invincibles en Italie, sans le centre de gravité, les armées ne peuvent se déplacer, n'ont ni puissance ni cohérence. Lorsque ce centre est touché, les effets psychologiques en sont dévastateurs. L'ennemi est totalement déséquilibré, il panique. Si les généraux traditionnels s'attachent aux aspects physiques de l'armée ennemie et en cherchent les faiblesses pour les exploiter, les meilleurs stratèges, eux, voient plus loin et cherchent la faille de l'ensemble du système. Le centre de gravité de l'adversaire est l'endroit le plus vulnérable en cas d'attaque, son talon d'Achille. Le frapper à cet endroit précis est la seule façon de mettre fin au conflit de manière économique et définitive. La clé de cette stratégie est d'analyser la force ennemie afin de trouver ce centre de gravité. Il ne faut pas se laisser induire en erreur par une façade intimidante ou éblouissante en confondant cette apparence extérieure avec une réalité objective. Vous devrez accomplir plusieurs pas, un par un, pour découvrir cette source de pouvoir sous la surface. Souvenez-vous de Scipion, qui constata d'abord qu'Hannibal dépendait de l'Espagne, puis que l'Espagne dépendait de Carthage, puis que Carthage dépendait elle-même de son arrière-pays. Frappez la source de la richesse carthaginoise, comme le fit Scipion, et c'est toute la structure que vous anéantirez. Pour trouver le centre de gravité d'un groupe, vous devez en comprendre la constitution, la logique culturelle qui le conduit. Si vos ennemis sont des individus, vous devez percer à jour leur psychologie, trouver ce qui les fait tenir, la cohérence de leurs pensées et de leurs priorités. Lorsqu'il mit au point la stratégie qui eut raison des États-Unis lors de la guerre du Vietnam, le général Vo Nguyen Giap constata que le véritable centre de gravité de la démocratie américaine se situait dans le soutien politique des citoyens. Avec ce soutien, du même type que celui obtenu par les militaires lors de la Seconde Guerre mondiale, le pays pouvait conduire une guerre extrêmement efficace. Mais sans celui-ci, l'effort fourni était réduit à néant. L'offensive du Tet, en 1968, sapa ce soutien de l'opinion publique.
Giap avait compris la culture américaine, suffisamment du moins pour viser la bonne cible. Plus l'ennemi est centralisé, plus le coup porté à son leader ou à son équipe dirigeante est décisif. Hernando Cortés put conquérir tout le Mexique avec une poignée de soldats en se contentant de capturer Moctezuma, l'empereur aztèque. Il était le centre autour duquel l'empire évoluait. Sans lui, la culture aztèque s'effondra comme un château de cartes. Lorsque Napoléon envahit la Russie en 1812, il présuma qu'en prenant Moscou, la capitale, il forcerait les Russes à se rendre. Mais le véritable centre de gravité de cet État autoritaire était le tsar, déterminé à poursuivre la guerre. La perte de Moscou ne fit que renforcer sa détermination. Un ennemi plus décentralisé possédera plusieurs centres de gravité. La clé pour le désorganiser est de couper la communication entre ces centres. C'est ce que fit le général Douglas MacArthur lors de sa remarquable campagne dans le Pacifique au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il négligea certaines îles, mais prit les principales. Les Japonais furent obligés de rester éparpillés sur un vaste territoire et ne pouvaient donc plus communiquer entre eux. Il y a toujours un avantage à couper les lignes de communication de vos ennemis. Si les parties ne peuvent communiquer avec le tout, le chaos s'installera très vite. Le centre de gravité de votre ennemi peut être abstrait, comme une qualité, un concept, un talent dont il dépend, sa réputation, sa ruse, son imprévisibilité. De telles forces deviennent des points faibles si vous les rendez peu attrayantes ou inutiles. En combattant les Scythes, une tribu réputée invincible, dans ce qui est l'Iran actuel, Alexandre le Grand comprit que leur centre de gravité se trouvait dans l'incroyable mobilité de leur cavalerie et dans leur style de combat fluide, presque chaotique. Il parvint à neutraliser la source de ce pouvoir en les forçant à se battre sur un territoire restreint sur lequel leur cavalerie et leur tactique désordonnée ne leur étaient d'aucun secours. Alexandre les vainquit sans aucune difficulté. Pour trouver le centre de gravité de l'ennemi, vous devez faire abstraction de votre propre tendance à croire que l'autre fonctionne comme vous. Lorsque Salvador Dali arriva aux États-Unis en 1940 pour conquérir le pays et y faire fortune, il se montra particulièrement habile. Dans l'univers artistique européen, l'artiste devait avant tout conquérir les critiques et se faire un nom sérieux. Mais aux États-Unis, ce type de célébrité ne faisait qu'enfermer l'artiste dans un ghetto, un cercle fermé. Le véritable centre de gravité était le monde des médias. Il fit la cour aux journaux et accéda ainsi au public américain, qui fit de lui une star. De même, lors de la guerre civile entre communistes et nationalistes chinois à la fin des années 1920 et au début des années 1930, la plupart des communistes voulaient avant tout prendre les villes, comme l'avaient fait les bolcheviks en Russie. Mais Mao Zedong, extérieur au dogme du Parti communiste, fit preuve de recul et constata que le centre de gravité chinois se situait dans sa très nombreuse paysannerie. Il était certain que pour réussir la révolution, il fallait rallier les paysans à leur cause. Et ce fut le succès du communisme chinois. Tel est le pouvoir d'un centre de gravité que l'on pénètre. Nous avons tous tendance à cacher nos sources de pouvoir. Ce que la majorité des gens prend pour le centre de gravité n'est bien souvent qu'une façade. Mais parfois, c'est en la surprotégeant qu'un ennemi révèle la source de son pouvoir. Lorsqu'il constata que l'adversaire cherchait à déplacer la guerre civile en Géorgie, le général Tecumseh Sherman se rendit compte que le Sud voulait à tout prix protéger Atlanta et ses environs. C'était le centre de gravité industriel du Sud. Comme Sherman, attaquez-vous à ce que l'ennemi protège le plus, ou bien menacez-le afin qu'il disperse ses forces pour se défendre. Quel que soit le groupe, le pouvoir et l'influence sont entre les mains d'une poignée de personnes en coulisses. Ce type de pouvoir est particulièrement efficace lorsqu'il reste dans l'ombre. Une fois que vous avez découvert cette coterie,
Il suffit parfois d'un peu de séduction. Président durant la Grande Dépression, Franklin Roosevelt eut à faire face sur tous les fronts. Il ne savait plus par où commencer. Il décida finalement que pour que ces réformes soient acceptées, il devait séduire le Congrès où seuls quelques leaders tenaient le véritable pouvoir. Il déploya tous ses charmes pour les rallier à sa cause. Ce fut l'un des secrets de son succès. Tout groupe est guidé par un centre de commande, un cerveau qui traite l'information et prend les décisions les plus importantes. C'est en visant ce cerveau qu'il devient possible de disloquer toute l'armée ennemie. Avant chaque bataille, Alexandre le Grand examinait l'organisation adverse pour localiser le plus précisément possible le centre de commandement avant de l'attaquer ou de l'isoler, afin que le cerveau ne puisse plus communiquer avec ses membres. Même dans un sport aussi physique que la boxe, Mohamed Ali mit au point une stratégie pour battre son ennemi de toujours, Joe Frazier, stratégie qui visait le mental, centre de gravité ultime de tout individu. Avant chaque combat, Ali lui lançait des piques, l'agaçait en le traitant d'oncle Tom, d'outil des médias blancs. Il continuait pendant le combat et rendait Frazier fou de rage. Et de fait, Frazier finit par être obsédé par son rival et ne pouvait penser à lui sans bouillir de colère. Lorsqu'il eut enfin le contrôle du mental de Joe Frazier, Mohamed Ali put aussi contrôler son corps. Lors de n'importe quelle interaction avec les gens, entraînez-vous à vous concentrer sur leurs forces, la source de leur pouvoir, leur soutien le plus important. Cela vous permettra de mettre en place plusieurs stratégies, d'étudier les différents angles d'attaque possibles, de saper cette force de façon plus ou moins subtile. Rien ne paniquera plus l'ennemi que de ne pouvoir se servir de ses atouts. Image, le mur. Vos adversaires sont derrière un mur qui les protège des étrangers et des intrus. Inutile de foncer tête baissée contre le mur, ni de tenir un siège. Vous devez trouver les bases qui le soutiennent et qui le font tenir. Pour qu'il s'effondre, il vous faut creuser en dessous et en saper les fondations. Autorité. C'est en cherchant avec constance le noyau de la puissance ennemie et en risquant tout pour tout gagner que l'on peut vraiment abattre l'ennemi. Karl von Clausewitz, 1780-1831, de la guerre. A contrario. Toute créature vivante a son centre de gravité. Même le groupe le plus décentralisé doit communiquer et défendre un réseau qui est vulnérable à toute attaque. Cette loi est donc universelle.